Chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue sur Al24 News pour cette couverture spéciale dédiée à la visite d'État qu'effectue actuellement le président algérien Abdelmadjid Tebboune en Chine depuis lundi dernier, accompagné par une importante délégation gouvernementale et de nombreux hommes d'affaires. Et après une journée, un agenda chargé hier, rencontre avec le Premier ministre Li Qiang, tenue du Forum d'affaires bilatéral, le chef de l'État algérien est, comme à son habitude, a rencontré les membres de la communauté nationale en Chine, avec qui il a longuement échangé avant de s'envoler à Shenzhen pour poursuivre sa visite. Shenzhen, ville connue pour être la ville de la technologie en Chine. Alors, mis à part l'agenda officiel, cette visite porte en elle l'espoir d'une coopération renforcée entre les deux pays qui partagent la même vision sur des questions géopolitique également. Dans un monde en pleine transformation, nous braquerons nos projecteurs sur certains cas d'espèce qui méritent qu'on s'y attarde avec nos invités. Restez avec nous. Alors pour poursuivre le débat autour de cette visite qualifiée d'historique, une visite rendue effectuée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune en Chine, nous avons le plaisir d'accueillir depuis Paris Gamal Abina, éditorialiste, spécialiste des questions internationales. Gamal Abina, bonjour, merci d'être avec nous encore une fois depuis votre fenêtre parisienne. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci Gamal. Alors sur le plateau, j'aurai également le grand plaisir d'avoir avec moi Mohamed Benkrou. Vous êtes analyste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur. Merci à vous pour cette invitation. Bonjour aux téléspectateurs et aux invités. Alors pour décortiquer un peu les dossiers économiques entre l'Algérie et la Chine, j'ai le plaisir d'avoir avec moi également Rassim Benranim, expert international investissement, fondateur de l'AIC Algeria Investment Conference. Rassim Benranim, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. En deuxième partie d'émission, chers téléspectateurs, nous serons rejoints par Nazim Sini, enseignant agrégé d'économie à l'université Aix-Marseille, qui sera justement en direct avec nous depuis Marseille. Nous allons sans plus tarder entamer le débat avec vous, Gamal Abina, que nous ouvrons sur la géopolitique. Nous avons déjà évoqué sur ce plateau même les liens historiques et la relation particulière entre l'Algérie et la Chine. Comment celle-ci pourra-t-elle désormais être capitalisée de part et d'autre au vu des changements géopolitiques qui se produisent sous nos yeux, Gamal Abina, à commencer par la fin des dogmes et des principes du vieux monde en matière de relations internationales? Oui, il y a des changements radicaux, effectivement, qu'on observe depuis un an, depuis surtout l'invasion russe en Ukraine. Donc, le changement de paradigme, c'est qu'on n'est plus dans un monde unipolaire emmené par les États-Unis qui faisaient ce qu'ils voulaient où ils voulaient dans le monde et qui ont quand même détruit 6 pays arabes. Rappelons-le, c'est important de rappeler le rôle négatif et néfaste des États-Unis qu'ils faisaient sans le moindre mandat international. Aujourd'hui, ça a changé parce que les Russes sont sortis du bois, parce que les Chinois, économiquement, sont une très grande puissance. En 2030, seront la première puissance économique qui produit tout. Et surtout parce qu'avec le plan de Xi Jinping depuis 2013 de ces fameuses nouvelles routes de la soie, donc ces fameuses une route, une ceinture, eh bien, il a décidé de développer les partenariats gagnant-gagnant avec le Sud, ce fameux Sud global dont on parle beaucoup en ce moment, et l'Algérie, qui est un grand allié de la Chine, indiscutablement, et on le voit avec cette visite extraordinaire de 5 jours de M. Tebboune sur le territoire chinois, qui est une visite très orientée économique. Oui. Eh bien, l'Algérie va participer de cet effort de développement et de ces relations internationales refondues. Donc la géopolitique change parce qu'on n'est plus sur le dogme pays de l'Est communiste contre l'Ouest capitaliste. On est sur un autre système qui est un système beaucoup plus égalitaire où l'Est s'inscrit dans un dirigisme de l'État d'un côté et surtout une libre entreprise qui se mixte avec la direction de l'État. Donc une économie mixte que ne connaît pas l'Occident aujourd'hui. Très bien, Gamal Abina, justement, avant d'aborder le prochain thème, j'aimerais savoir peut-être, ou avoir votre avis d'éditorialiste autour du traitement médiatique occidental autour de cette visite.
Alors, la France est gênée. Je lis beaucoup la presse française par rapport à ces questions. Le monde anglo-saxon s'interroge, se pose des questions. N'oublions jamais une chose importante. Lorsque les BRICS arrivent, c'est toujours un cabinet de conseil américain qui va les nommer comme ça. Ils les appellent les BRICS, le mot anglais pour dire la brique, hein, littéralement, une façon un petit peu de se moquer. C'est très condescendant. On l'a observé aussi avec les PIGS, qui sont les pays d'Europe du Sud qu'on considère comme les pays pauvres de l'Union européenne, donc le Portugal, la Grèce, enfin vous les connaissez, l'Italie et l'Espagne, étaient considérés comme les pigs, en anglais ça veut dire les porcs. Les BRICS, c'est la brique. Mais en vérité, au départ, ils ne les prenaient pas au sérieux. Et cette appellation qui était faite par Goldman Sachs a donné lieu effectivement à la création d'un véritable groupe de 5 pays qui ont commencé à converger ensemble sur les 5 continents. Et ce changement de paradigme se fait à l'aune d'un changement géopolitique majeur aujourd'hui. L'Algérie, qui va mettre un pas dans les BRICS, il y a une demande officielle qui est faite en novembre aujourd'hui, a été regardée avec beaucoup de condescendance, avec beaucoup de questionnements. Ils se sont dit, bon, c'est pas très sérieux, c'est pas un pays qui répond aux critères. Tout comme l'Afrique du Sud, rappelons-le, on n'a que 150 milliards de dollars de différence en PIB, mais l'Algérie prend les choses très au sérieux au contraire, et maintenant les Européens commencent à prendre à leur tour, et l'Occident en général, cette demande des BRICS, puisque 4 pays sur 5 ont accepté le principe de l'adhésion de l'Algérie, le 5e étant encore en négociation qui est l'Inde, mais c'est la seule question qui se pose, c'est de savoir est-ce que l'Inde, oui ou non, va rallier le camp des pays des BRICS qui sont tous d'accord pour l'intégration de l'Algérie dans ce grand système. Alors Gamel Abina, 2 dossiers semblent vouloir ou pouvoir se détacher. Il s'agit de la Palestine et du Sahara occidental pour l'Algérie, celui de Taïwan pour la Chine. Là aussi, il semblerait qu'aucune gêne n'existe en ce qui concerne la volonté qu'ont les 2 pays d'avancer sur des bases plutôt renforcées. Le président palestinien, lui aussi, était reçu, rappelons-le, à Pékin il y a de cela quelques semaines. Est-ce que, avec l'élection de l'Algérie au Conseil de sécurité, Gamel Abina, nous pourrions assister en quelque sorte à des décisions fortes ou du moins des prises de décision, prises de position en ce qui concerne ces 3 dossiers de part et d'autre? Alors, la présence de l'Algérie au Conseil de sécurité est une présence importante, elle était attendue d'ailleurs, il y en a beaucoup qui n'y ont pas cru, mais c'était le cas. Il ne faut jamais oublier que l'ONU reste, comme le disait De Gaulle d'ailleurs, c'est pas un personnage que j'aimais particulièrement, mais il avait raison sur un point, c'est un machin. Il n'y a pas de pouvoir de coercition, preuve en est, la Palestine, il y a des centaines de résolutions votées contre Israël, rien n'a jamais été appliqué, ni même la moindre pression économique ou politique. Donc la question est surtout symbolique, à savoir que les pays du monde observent l'ONU, les décisions qui sont prises, l'Algérie va prendre des décisions, certainement, va engager des propositions qui vont être relayées par d'autres pays importants du monde. C'est symbolique, mais c'est important, parce que la symbolique dit quoi? Dit que l'ONU propose des choses, des plans par exemple pour le Sahara occidental qui ne sont pas appliqués, la résolution du conflit palestinien qui n'est pas appliquée, l'ONU le fait tout le temps, ça n'est pas suivi des faits. Alors que d'autres pays qui sont ennemis de l'Occident, en l'occurrence, lorsque l'ONU prend une décision, en général, c'est les bombardements directs, comme on l'a vu en Irak en 91. Donc c'est vrai qu'il y a 2 poids 2 mesures, mais ce qui est intéressant d'observer, c'est que l'Algérie, lorsqu'elle va prendre la position, va prendre le monde à témoin du fait qu'il y a une incurie, un manque de volonté ou une incapacité chronique de l'ONU d'agir sur les questions essentielles comme Taïwan. Rappelons tout de même que Taïwan, qui appartient à la Chine, qui a toujours appartenu à la Chine, n'est juste qu'un découpage qui a été fait après la défaite de Chiang Kai-shek en 1949 face à Mao Zedong, qui s'est réfugié sur l'île de Taïwan, qui s'appelait Formose à l'époque, et qui a considéré qu'il devait être reconnu, lui, le Chiang Kai-shek opposant politique, face à la Chine continentale, qui est la Chine majoritaire en l'occurrence, et la différence qui est notoire, effectivement, c'est que le monde occidental au départ a reconnu Taïwan parce qu'ils étaient anticommunistes. Aujourd'hui, ça change et l'Algérie n'a jamais trahi sa parole par rapport à la Chine. Elle a toujours considéré, parce que la Chine a reconnu le GPRA en 1958, que Taïwan faisait partie intégrante de la Chine. Elle ne reconnaît qu'une seule Chine, et c'est ce que l'ONU reconnaît. Il n'y a qu'une seule Chine depuis 1972. Donc la Chine qui doit être reconnue, c'est la Chine continentale avec Taïwan qui lui appartient. Très bien, merci Gamel Abina pour cette entrée en matière. Mohamed Bounkhalouf, même question, justement, 3 dossiers semblent se détacher pour Pékin et Alger. Prochainement, peut-être sur la table du Conseil de sécurité. Petite précision, alors l'Algérie et la Chine sont connues dans l'histoire des relations internationales pour ne pas avoir d'intention belliqueuse, ce qui est peut-être le contraire des têtes de gondole au sein du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, c'est l'organisation mondiale qui doit instaurer la paix dans le monde. C'est ce que croit l'Algérie profondément. Exactement. Depuis la création, depuis son indépendance. Et ce que croit aussi la Chine. L'organisation internationale doit assurer et garantir la paix dans le monde. Cela, bien sûr, il y a des pays émergents qui œuvrent pour ça, pour garantir cela. L'Algérie est l'un des pays qui œuvre pour garantir justement la paix dans le monde par le biais de sa diplomatie qui est toujours appelée à un équilibre mondial.
C'est la raison pour laquelle l'Algérie s'est orientée au lors de son indépendance vers le globe Est à l'époque, l'URSS, la Chine, mais aussi des amis tels que le Brésil ou les pays qui ont soutenu l'Algérie pendant sa guerre de libération. Je tiens à le rappeler que la Chine était le 9e pays qui avait reconnu le gouvernement provisoire de l'Algérie en 1958. Premier pays non arabe, oui. Tout à fait. Et une amitié s'est créée, instaurée depuis ce temps-là. L'Algérie a toujours eu des rapports ou des relations privilégiées avec la Chine, avec la Russie, avec l'Iran, avec d'autres pays qui lui changent la même chose. Pourquoi? Parce que ces relations-là sont fondées par un respect mutuel des États et un respect mutuel aussi de cette organisation mondiale qui est une organisation gérée par les 5 grands membres de ce monde-là, mais attention, les 5 grands membres n'ont pas le feu vert ou la carte blanche pour faire ce qu'ils veulent de ce monde-là, soit politique ou économique ou autre. Le monde traverse une période très très difficile, géopolitique, qui revoit un petit peu le partage des richesses de ce monde-là. C'est la raison pour laquelle l'Algérie s'oriente davantage ou confirme son orientation davantage vers le globe Est en laissant un petit peu le vide vers le globe de l'Occident qui était, si on veut, pendant 60 ans, qui profitait des richesses de l'Algérie, pas uniquement de l'Algérie, mais de tous les pays qui ressemblent à l'Algérie. Je prends à titre d'exemple les pays africains qui aujourd'hui appellent et veulent justement jouer leur indépendance, leur carte, leur destin qui est entre leurs mains. Et aujourd'hui, ils sont prêts à relancer des relations avec les pays qui œuvrent justement pour une vraie coopération entre ces peuples-là. Une coopération économique, une coopération culturelle, une coopération politique, mais aussi une coopération à l'intérieur de cette organisation onusienne pour œuvrer justement dans la continuité de libérer les peuples qui sont encore sous colonisation. Je tiens à le rappeler, le Sahara occidental reste la dernière colonie d'Afrique, et le soutien pour justement pour cette colonie, ce peuple-là, pour se débarrasser du colonialisme définitivement. Aujourd'hui, il y a pas mal de pays qui siègent au sein de l'ONU qui font un fonds de commerce de cette question-là. Donc l'Algérie dit stop à ces manœuvres politico-politiciennes et œuvre justement par des vrais dialogues avec des pays tels que la Chine, justement, qui a retrouvé son siège à l'ONU grâce aux efforts de l'Algérie. L'Algérie revient aujourd'hui aussi à l'ONU pour essayer d'être dynamique, jouer une dynamique justement à l'intérieur de cette organisation pour essayer d'instaurer l'équilibre politique, l'équilibre régional et l'équilibre aussi mondial. Donc je pense que ces questions-là de la Palestine, qui reste la question numéro 1, qui doit trouver une solution rapide et juste à cette question-là, ça ne reste pas uniquement au niveau des discours politiques que les Palestiniens sont sur leur terrain et doivent avoir créé leur État palestinien qui leur assure justement la liberté et leur assure justement l'exercice de leur destin en tant qu'État. La reconnaissance de leur État. Tout à fait. La reconnaissance alliée, la reconnaissance théorique alliée par les grandes. C'est ça le paradoxe justement. Oui. Le paradoxe, c'est là. Les grandes puissances jouent au fond un fonds de commerce, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec ces questions de colonisation des pays colonisés tels que la Palestine et le Sahara occidental. Donc, ils essaient de jouer le jeu politico-politicien pour faire durer le maximum cette question en profitant justement de cette question-là. Notamment le pillage des richesses du Sahara occidental. Tout à fait. Les richesses minières, les richesses maritimes, toutes les richesses telles qu'elles soient, mais aussi le maintien de ces populations en seuil de misère, en seuil de pauvreté, en seuil d'exploitation ou d'esclavagisme, alors que l'esclavagisme a été aboli il y a un siècle et 50 ans. Donc il faut voir le monde avec beaucoup de courage, et l'Algérie essaie de faire ça justement, et essaie de transmettre justement des messages à tous les pays, n'a aucun pays ennemi, mais elle essaie
de leur passer le message que l'Algérie est un pays souverain, comme d'autres pays souverains, et il est temps aujourd'hui que ces générations aujourd'hui qui gouvernent ce pays-là doivent passer à l'échelle supérieure de tisser des relations bilatérales ou des relations justement avec chaque pays qui respecte justement ces pays-là et aller de l'avant, justement renforcer les coopérations économiques, on en parlera peut-être tout à l'heure sur ça, mais aussi renforcement des accords et des décisions politiques. Au sein de l'ONU, le travail de la diplomatie algérienne peut être à côté justement avec le travail de la diplomatie chinoise. Et je pense que ces questions-là de la Palestine, qui est la question numéro 1, et la question du Sahara occidental, seront l'objet de démarches à l'intérieur de l'institution du Conseil de sécurité pour essayer, premièrement, de lever le voile sur tous les dépassements inhumains dans ces territoires occupés. Deuxièmement, garantir la sécurité aujourd'hui pour les Palestiniens et pour les Sahraouis qui sont menacés justement sur leur territoire. Et troisièmement, œuvrer au respect des résolutions des Nations Unies, les dizaines de résolutions des Nations Unies qui stipulent pour garantir la liberté et la création justement des États pour les Sahraouis et éventuellement pour les Palestiniens. Très bien, Monsieur Mohamed Ben Kharouf, c'est un peu plus clair. Rassim Ben Ghanem, Gamal Abina l'a rappelé tantôt, un temps particulièrement économique plane néanmoins sur cette visite d'État du président Tebboune en Chine. Retour avec vous tout simplement sur le volet économique. Après cette annonce, l'annonce du jour côté algérien, elle provient du président Abdelmajid Tebboune, 36 milliards d'investissements chinois à venir en Algérie. Première réaction, Rassim Ben Ghanem. Je pense que réellement l'Algérie renoue évidemment avec la position du premier plan, sous les projecteurs, suite évidemment à un succès politique à l'international au départ, avec plusieurs événements qui se sont déroulés, sommet de la Ligue arabe, la Palestine, aujourd'hui évidemment des visites d'État avec l'Italie, Portugal, des visites qui évidemment sont aussi le fruit de réformes importantes qui se sont faites ces 2 dernières années. Aujourd'hui, on change de paradigme, une nouvelle vision sur le développement, une ouverture, notamment avec une loi sur l'investissement. Donc aujourd'hui, l'Algérie, en termes de repositionnement, on fait partie des pays qui ont des guichets uniques à l'investissement, une vision claire, une diversification de l'économie. Et un chiffre pareil annoncé par M. le Président de la République, c'est réellement un succès franc pour l'Algérie en termes de 36 milliards de dollars, je le rappelle. Extraordinaire comme chiffre, 36 milliards de dinars dans différents secteurs. Plus de 19 accords signés entre l'Algérie et la Chine dans différents secteurs, l'industrie, l'agriculture, l'économie de la connaissance. Donc, des volets, des chapitres qui vont être très rapidement mis en valeur. Évidemment, l'Algérie et la Chine sont des partenaires. Plus de 9 milliards de dollars qui sont fournis par la Chine, d'échanges commerciaux, mais la Chine est premier fournisseur de l'Algérie. Au-delà des biens, la Chine est aussi partenaire en de nombreuses réalisations en Algérie, infrastructures routières, aéroportuaires, portuaires. Et donc la vision évidemment qu'a aussi la Chine, c'est que l'Algérie reste le partenaire idéal dans la région. Je m'explique. L'Algérie est dans une position, elle fait partie d'une zone continentale de libre-échange, elle fait partie de la zone arabe de libre-échange, mais aussi a des accords de libre-échange avec l'Union européenne. Aujourd'hui, pour la Chine, avec l'évolution des coûts d'énergie, des coûts des transports, etc., se repositionner dans un pays qui a les moyens d'avoir un quick win et un développement rapide, seule l'Algérie dans la région
peut offrir cette capacité de colocalisation ou d'investissement dans les secteurs qui ne sont pas stratégiques. Donc aujourd'hui, l'Algérie peut évidemment dans le continent être le premier partenaire de la Chine et ainsi être vraiment ce corridor de produits en colocalisation vers le continent africain et pouvoir aussi être ce point de ralliement entre, je dirais, 3 continents à partir de l'Algérie. Donc aujourd'hui, clairement, les politiques, les réformes économiques qui se sont faites ont abouti évidemment à des partenariats stratégiques avec plusieurs pays. Là, on clôture, si vous voulez, ce premier semestre avec la Chine. Et la vision va plus loin parce que là, on a une volonté claire et affirmée d'adhérer aux BRICS. Et parmi les partenaires qu'il faudrait évidemment avoir à ses côtés, on a évidemment la Russie, l'Afrique du Sud naturellement, la Chine, évidemment le Brésil avec sa portée historique des relations avec l'Algérie. Reste l'Inde, évidemment, on aura un débat qui suivra prochainement. On voit évidemment une visite du président indien en France, mais n'empêche qu'aujourd'hui, l'Algérie a une majorité de voix qui la soutiennent dans son développement. Et aujourd'hui, évidemment, on devient certainement une destination ouverte à l'investissement. Très bien, une destination ouverte à l'investissement, c'est le temps justement sur lequel s'est tenu hier un forum bilatéral entre les deux communautés d'affaires algéro-chinoises. Il a permis la signature de pas moins de 10 accords, dont celui relatif au projet d'une usine mixte pour la conception locale d'intrants et composants électroniques. Je vous propose de jeter un coup d'œil sur l'esprit de la coopération économique entre l'Algérie et la Chine dans ce sujet. On revient au débat juste après. Le champ d'investissement en Algérie vous est ouvert. Vous pouvez y bénéficier des nombreux avantages et facilitations que notre pays accorde aux opérateurs économiques. C'est en effet en ces termes que le président algérien Abdelmejid Tebboune s'est adressé par la voix du chef de la diplomatie algérienne à la communauté d'affaires chinoise à l'occasion de la tenue du forum d'affaires bilatéral à Pékin. Si les opportunités d'affaires et le potentiel en matière d'investissement en Algérie ne sont plus à démontrer, l'expérience chinoise en la matière est quant à elle à souligner. Les deux pays se complètent en matière de besoins et de produits à fournir sur le marché algérien et à exporter sur le marché africain. Nous nous sommes réunis aujourd'hui avec les frères chinois et nous avons procédé à la signature de certains contrats entre des entreprises publiques et privées dans le secteur pharmaceutique. Vous le savez, ce contrat qui a été signé aujourd'hui avec la partie chinoise va permettre de produire la matière première nécessaire à la production d'insuline, de cristaux, et ce de façon que l'industrie d'insuline soit présente notamment en direction du marché africain. En ce qui concerne les autres secteurs, force est de constater que l'investissement dans l'industrie n'a pas encore atteint le niveau requis, comparé au secteur du commerce, mais grâce aux accords signés avec les Chinois, j'espère que la tendance finira par s'inverser. Depuis plusieurs années, nombreux sont les projets structurants qui ont été menés en partenariat entre des entreprises chinoises et algériennes dans plusieurs secteurs dits traditionnels comme le BTP ou les infrastructures. Désormais, la voie s'ouvre pour les deux pays afin de s'engager ensemble dans l'exploitation intelligente et responsable des ressources de l'Algérie dans des secteurs tels que les mines et l'agriculture. Nous sommes très fiers d'être parmi l'importante délégation qui accompagne le président de la République. Je suis également fier d'avoir signé une convention pour la construction d'une usine pour la production de fibres de carbone, ainsi qu'un autre projet d'usine consacré aux plaques de fibres de ciment, qui sont un dérivé du ciment. La capacité sera de 5 millions de mètres cubes. Notre compagnie a plus de 50 ans d'expérience dans la technologie des biosimilaires et cette opportunité relative à la visite du président algérien en Chine, nous souhaitons apporter nos produits en Algérie dans le cadre d'une coopération afin de fournir de bons produits dans notre domaine de compétences. Puisque les défis de demain ne sont pas ceux d'hier, l'Algérie et la Chine entendent repousser les limites de leur coopération en intégrant de nouveaux secteurs désormais stratégiques tels que les nouvelles technologies de communication, le numérique ou encore la 5G, des domaines où les opportunités d'investissement se font pléthore pour Pékin, pays leader en la matière.
Retour au débat, chers téléspectateurs. Je rappelle que vous êtes en train de suivre une édition spéciale la couverture de déplacement de la visite d'État effectuée par le président algérien Abdelmejid Tebboune en Chine. On revient à vous et à l'économie, Rassim Benrahnem. Alors nous l'évoquions hier justement, le modèle chinois du doing business, un modèle plutôt soft, efficace, avec une constante qui ne cesse de faire la différence. Un rapport qualité-prix plutôt imbattable. Totalement d'accord, totalement d'accord. D'ailleurs, la Chine s'est distinguée depuis ces dernières années, évidemment, par la fourniture de produits à des prix imbattables et une constante avec un flux tendu qui ne s'arrête pas, et ça a approvisionné le monde. Et c'est pour ça qu'on parlait de l'usine du monde. Aujourd'hui, par contre, évidemment, les défis... Si ce n'était peut-être juste, je me permets d'introduire un bémol, l'histoire et la petite péripétie des coûts de fret qui a peut-être un peu freiné la cadence. Totalement, évidemment. Pandémie a fait évidemment, puis évidemment le conflit armé en Europe aujourd'hui a fait flamber les coûts de l'énergie, les coûts du fret. Et aujourd'hui, il faut rappeler déjà que les entreprises chinoises sont déjà installées en Algérie. Donc ils connaissent le marché algérien, ils connaissent évidemment la culture de consommation de l'Algérie. Plus de 700 entreprises qui sont déjà installées. Sauf qu'aujourd'hui, le schéma change. Une nouvelle ère. On a vu un projet dans l'exploitation minière qui est important dans le phosphate, dans le fer, donc dans l'agriculture. Aujourd'hui, on a su peut-être aussi faire ce marketing sur la destination Algérie qui aussi va apporter un plus certain en partenariat gagnant-gagnant avec la Chine qui permettrait évidemment une proximité, une colocalisation industrielle, permettrait évidemment à la Chine d'avoir un pied sur le continent, comme je disais il y a quelques instants. Et il faut le dire que l'Algérie est le partenaire idéal, tant sur l'assise industrielle, sur la qualité de la main-d'œuvre. Aujourd'hui, l'Algérie fournit évidemment chaque année des milliers de diplômés, différents domaines de formation. C'est des atouts que l'Algérie offre comparé à d'autres pays. Et là, la Chine pourrait avoir un tremplin en Afrique et en Europe à partir de l'Algérie. Donc il est clair, quand on voit le nombre de partenariats, quand on voit le nombre de ministres présents dans les différentes séances de travail, les accords signés multisectoriels, aujourd'hui, je pense que c'est un nouveau cap de développement en colocalisation. Très bien, Rassim Benrahnem. Gamel Abina, alors justement, la Chine a pendant des années été raillée pour la qualité de ses produits, supposément, je dis bien supposément, inférieurs. Les experts économiques n'écartent plus le fait que Pékin fait l'objet d'une véritable guerre économique après la guerre idéologique, peut-être marquée par les assauts américains d'une part sur le commerce et les pressions subies par l'Europe pour s'auto-saborder en ce qui concerne la coopération économique avec la Chine, sans que cela soit forcément bénéfique pour le vieux continent. Vous savez, les Chinois, on les traitait de copistes, de mauvais copistes d'ailleurs. On disait qu'ils faisaient des produits qui étaient des ersatz, donc le mot allemand pour dire de produits de mauvaise qualité, produits d'imitation pour remplacer les boycotts qui peuvent subir la Chine. La Chine n'a pas été un pays, contrairement à l'idée reçue, un pays de copistes. C'est un pays de producteurs, de créateurs. N'oublions pas que les explosifs ont été inventés en Chine, mais pas seulement. Le papyrus, le papier plutôt, les écritures. Beaucoup de choses ont été créées en Chine avant le reste de l'Occident. Donc il y a beaucoup de vantardises. Après, la Chine a été littéralement, qui était le premier pays à faire le commerce international. Rappelons quand même qu'il y a 400 ans, les Chinois faisaient déjà du commerce avec l'Espagne et avec l'Amérique du Sud par l'exploitation des mines d'argent. Donc la Chine est un pays qui a une longue tradition commerciale, qui a une longue tradition de production de richesses de qualité, contrairement à l'idée reçue, encore une fois. Dans l'artisanat, c'est une expertise extraordinaire, mais pas seulement. Il y a beaucoup de métiers dans lesquels ils étaient excellents. Après, ils ont été ralentis parce qu'il y a eu d'abord le communisme qui a un petit peu ralenti tout ça, et puis surtout les guerres, les multiples guerres qui ont eu lieu en Chine, entre le Japon et puis entre les guerres civiles par la suite. Tout cela a conduit à ce que la Chine se fragilise. Il y a eu les guerres de l'opium avant qui avaient littéralement atomisé le pays. N'oublions jamais que la Chine était littéralement droguée. On peut parler de drogue organisée par l'Angleterre en particulier. Et aujourd'hui, la Chine se réveille. On attendait le réveil du géant chinois.
La Grande-Bretagne, tout à fait, pour être très précis, Ouais. la reine Victoria, qui est tellement encensée, c'était quand même le plus grand dealer de la Terre, il faut le rappeler, c'est intéressant. Et aujourd'hui, la Chine se réveille et le géant chinois a décidé non seulement de produire au départ des produits sous licence, c'est vrai, mais ensuite d'améliorer ces produits et de se les approprier. À telle enseigne qu'une marque de téléphone, que je ne vais pas nommer sur place, a été boycottée parce que c'était la meilleure marque de smartphone au monde. Oui. D'ailleurs, je l'ai acheté pour vous dire un peu la qualité du produit. Et cette marque a été boycottée par les États-Unis. Les mesures de rétention chinoises ne sont pas faites attendre. Aujourd'hui, la Chine n'est pas prise comme un pays de sous-qualité. C'est pas vrai. Aujourd'hui, c'est un pays où les produits de qualité sont de très haute qualité. Elle est prise comme un concurrent sérieux et on essaie de la boycotter en ne respectant pas les termes du commerce international. Oui. Et l'intérêt pour l'Algérie de travailler avec un pays aussi puissant que la Chine, première puissance économique indiscutablement, c'est simplement, d'abord parce que les produits chinois sont de qualité, je viens de le dire, mais surtout parce que les Chinois ont un rapport de gagnant-gagnant qui s'établit assez rapidement et ont tout intérêt à travailler avec le pays le mieux placé en Afrique, le plus grand pays arabe, le plus grand pays d'Afrique de par sa superficie, 2 500 000 km², le pays par lequel passerait, puisque les infrastructures sont construites depuis longtemps, il y a plusieurs plans quinquennaux comme ça pour structurer l'Algérie. Premier plan, désendettement du pays. Second plan, lancement des infrastructures routières, autoroutières, hôtelières et autres. Troisième plan, évidemment, c'est un plan juridique, faire en sorte qu'il y ait un cadre juridique favorable pour l'investissement. Et aujourd'hui, on apprend que la Chine est prête à investir 36 milliards de dollars. À titre de comparaison, ça vous donne une idée du saut qualitatif. L'Algérie générait en IDE, investissement direct étranger, difficilement entre 1 milliard et 1 milliard 500 millions de dollars par an, voilà, essentiellement dans les hydrocarbures. C'est ça, donc c'était assez faible, et essentiellement dans les hydrocarbures. Ça veut dire que l'Algérie était devenue une pompe à essence, littéralement. Aujourd'hui, la Chine propose des investissements multisectoriels qui vont profiter aux deux parties indiscutablement, on le voit avec l'acier mais pas seulement. Et ce qui se passe, c'est que les Chinois ont compris que l'Algérie est le chemin incontournable par lequel on doit passer pour pouvoir approvisionner à la fois l'Afrique et l'Europe, puisqu'elle est placée en plein milieu. Donc simplement de dire que si les Chinois ont été décriés, c'est parce que, et là j'utilise le terme à dessein, la condescendance et le racisme occidental qui les considère comme des jaunes, alors qu'ils sont blancs, mais bon, ils les appelaient les jaunes, les considéraient comme des copistes et de vulgaires copistes. Donc aujourd'hui, les Chinois montrent non seulement qu'ils ne sont pas copistes, ce sont des créateurs de richesse, que dans la haute technologie, ils sont excellents. On a parlé tout à l'heure de la zone économique spéciale dans la haute technologie et qu'ils peuvent en remontrer au reste du monde. On voit bien qu'Alibaba est le concurrent direct d'Amazon. On voit bien qu'il y a beaucoup de plateformes chinoises qui commencent à émerger de façon excellente. Et cela fait peur à la partie occidentale parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils n'ont plus affaire à un simple producteur de richesse bas de gamme, mais un producteur de richesse haut de gamme qui va de l'avant. J'en veux pour preuve, les Chinois investissent l'espace aujourd'hui, on va en parler certainement, et ça c'est une concurrence qui fait vraiment peur à l'Occident. Merci pour votre analyse, Gamel Abina. Je rappelle que vous êtes donc éditorialiste et spécialiste des questions internationales. Vous étiez en direct avec nous depuis Paris. Ce fut un plaisir comme d'habitude, Gamel Abina. Merci, à très bientôt. Merci. Je reviens vers vous, Mohamed Ben Khalouf, sur cette même question. Alors, est-ce que cette guerre économique et désormais géostratégique subie par la Chine, qui fait face à un véritable encerclement, disons-le, qui ne dit pas son nom malgré tout, au niveau de la mer de Chine, est-ce que ça peut la pousser entre quelque sorte, si vous me permettez l'expression, la pousser dans les bras d'Alger, qui devient par la même occasion un acteur incontournable dans l'espace méditerranéen où elle pourrait contre-attaquer en quelque sorte? Tout le monde s'accorde que la Chine est un géant industriel, est un géant économique qui avance à petits pas, mais à pas sûrs dans ce monde-là, qui tisse des relations sereines, très conviviales avec les pays émergents et les pays en voie de développement. Encore une fois, qui ne sont pas belliqueuses. Contrairement aux grandes puissances industrielles. Vous avez cité tout à l'heure, où Gamel Abina a cité que certains produits de la Chine étaient des produits médiocres ou de mauvaise qualité. Je tiens à rappeler que la Chine est passée de l'industrie légère à une industrie lourde aux infrastructures, mais aujourd'hui, la Chine passe de ces industries-là à l'industrie spatiale. Oui. C'est là où elle commence à faire peur, justement. Que ce géant-là ne se limite pas uniquement à produire des petits produits et les commercialiser dans le monde, mais aujourd'hui, c'est un pays conquérant, justement, dans l'espace. Cela veut dire que la Chine détient une technologie très avancée qui peut concurrencer justement les technologies occidentales et en particulier la technologie américaine. Et cela
justement pousse ces pays occidentaux à revoir leur stratégie pour bloquer justement tout avancement de la Chine. La Chine, pour cela, donc, œuvre avec ces pays émergents. J'ai cité tout à l'heure, donc, dans mon intervention, la vraie coopération chinoise africaine, la vraie coopération chinoise asiatique avec les pays asiatiques, tels que le Qatar, tels que l'Iran, tels que beaucoup de pays qui souhaiteraient aujourd'hui intégrer justement ce processus industriel technologique chinois qui justement qui accompagne ces pays-là et ne pas d'exercer sur eux une pression. Cela veut dire mais ces pays-là bien sûr ont confiance totale et de choisir leurs partenaires avec qui ils peuvent avancer ensemble. Ça c'est le premier point qu'il faut détailler justement avec beaucoup de clarté. Le deuxième point, c'est vrai, il y a une guerre géopolitique, en particulier depuis le coronavirus 19. On a vu que le monde maintenant a décidé de bloquer justement l'ancienne méthode économique. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus parce que c'est coûteux, surtout aux yeux de l'Occident. Moi, je parle le processus économique mondial ou la Chine vu par les Occidentaux et l'Algérie aussi vue par les Occidentaux. Que le monde aujourd'hui est en train de changer, quand l'économie mondiale souffre beaucoup, c'est une crise économique qui traverse ce monde-là, et c'est une occasion pour redéployer les pions justement dans ce monde-là. Qui fait quoi? Aujourd'hui, la Chine répond avec beaucoup de clarté que c'est un grand pays industriel, c'est un grand pays technologique, qui œuvre aussi à tisser de vraies relations économiques, commerciales, mais aussi des relations politiques pour préserver justement l'intégrité ou l'indépendance de la Chine, indépendance géographique, indépendance, quand on dit indépendance géographique, c'est là où on peut citer justement la question de Taïwan, qui était justement entre les mains des Occidentaux et qui bloquait la Chine avec cette question-là. Aujourd'hui, la Chine s'est libérée de ces pressions occidentales. Elle a retrouvé sa place entièrement au Conseil aux Nations Unies comme pays plein de droits, et elle a retrouvé aussi une bonne méthode de gagner ces pays-là émergents parce qu'elle les met en confiance, elle les aide, elle les accompagne pour avoir ces technologies. L'Algérie s'inscrit dans cette perspective justement et cette dynamique, non pas renforcer son partenariat commercial en achetant les produits chinois. Je tiens à rappeler que ceux qui suivent justement la production chinoise peuvent s'observer que le coût de la main-d'œuvre chinoise est beaucoup plus inférieur par rapport au coût de la main-d'œuvre occidentale. C'est parfois ceux qui vont justement des là aujourd'hui on voit raison, hein, tout à fait. On retrouve 6 ou 7 puissance occidentale qui se ressource justement des produits chinois. Cela veut dire que ces produits chinois peuvent être aussi des produits de qualité, mais quand on paye le prix adéquat, correspondant pour cela. Donc c'est pas une question de qualité, mauvaise qualité volontaire produite par les Chinois, mais c'est une qualité correspondante aux qualités par rapport prix. Voilà. Donc la Chine peut se débarrasser de cette idée qui lui a collé l'Occident. Deuxièmement, la Chine s'est libérée complètement parce que ses ressources internes avec lesquelles elle peut baser cette nouvelle conquête du monde, conquête industrielle bien sûr, conquête spatiale, conquête en matière de transfert des technologies. Aujourd'hui, beaucoup de pays du tiers-monde s'orientent vers la Chine parce que la Chine leur fait associer, partager ces technologies, notamment la technologie spatiale aujourd'hui qui est tant recherchée par les pays émergents, en particulier l'Algérie. Je tiens à vous rappeler qu'un groupe d'étudiants d'Algériens qui n'ont pas encore fini leurs études à Babzoua, l'une des universités algériennes, qui ont fait des tests de lancer d'une fusée même aux États-Unis d'Amérique. Cela veut dire que les Algériens, les nouvelles générations peuvent acquérir ces nouvelles technologies. Ils sont maîtres aujourd'hui d'une théorie technologique. Ils ont besoin de coopérants, de vraies coopérations. Là, ils la retrouvent chez la Chine pour essayer. Je pense que dans les années à venir, on entendra parler d'un projet commun Chine
Afrique ou Chine, certains pays émergents, pour lancer justement cette nouvelle guerre spatiale qui est lancée depuis un certain temps. Aujourd'hui, ces pays-là, donc, ils ont leur part dans cette bataille technologique mondiale, et la Chine en même temps, c'est un message qu'elle envoie aux autres puissances occidentales, qu'elle a le droit aussi de préserver ces régions telles que la région de Taïwan et d'autres régions. Et l'Algérie renforce justement cette hypothèse d'appuyer la Chine dans cette démarche. Et les rapports politiques ou les accords politiques entre l'Algérie et la Chine s'inscrivent justement dans cette perspective-là, du respect total de la souveraineté de la Chine sur ces terres géographiques telles où elles soient. Et la Chine, justement, redonne la même impression, pas uniquement pour l'Algérie, mais pour tous les pays, justement, et y compris les pays qui sont encore colonisés par le sionisme israélien, qui continue aujourd'hui, n'a pas suffi de coloniser la Palestine, mais aujourd'hui, il est venu chercher, provoquer l'Algérie à proximité de ses frontières. Cela a un message, bien sûr, très particulier. L'Algérie a senti ce danger-là venant, justement, d'Israël, qui campe à quelques mètres de ses frontières. Que vient Israël faire ici dans cette région-là? L'Algérie a dit à tout le monde, donc c'est un pays qui cherche, c'est un pays qui veut instaurer la paix dans le monde, mais qui s'assure aussi, qui doit assurer une vraie sécurité et une vraie protection pour ses frontières, et c'est un légitime droit. Merci, très bien Mohamed Boulkharouf. Alors, Rassim Benranem, pour rester sur ce même volet, avant justement d'évoquer le dossier spatial tout justement cité par Mohamed Boulkharouf, je tiens d'abord à saluer notre ami Nazim Sini qui vient de nous rejoindre depuis Marseille par téléphone. Bonjour Nazim. Bonjour, merci pour votre invitation et je salue l'ensemble de vos invités sur le plateau. Merci Nazim. Avant d'aborder avec vous le volet spatial, j'aimerais me retourner vers Rassim Benranem pour clore ce dossier économique. Alors, comment se sortir des griffes de la guerre économique lorsqu'on s'appelle la Chine, que l'on a un ami qui s'appelle l'Algérie et qu'on peut ensemble travailler à la colocalisation de pans entiers de son industrie pour la positionner face à un marché qui fera plus de 2 milliards de consommateurs potentiels dans quelques années? C'est très bien, d'ailleurs, c'est une question importante. Il est clair aujourd'hui, à la lumière des mutations économiques que vit le monde, qu'il n'y a plus d'hégémonie économique de l'Occident sur le destin, évidemment, de certaines du dogme économique occidental ou capitalistique qui prévalait jusqu'à il n'y a pas très longtemps sur le monde. Aujourd'hui, on a vu que les pays émergents qui étaient dans le peloton de développement à l'époque sont devenus des pays qui se sont émancipés technologiquement, qui se sont émancipés sur les décisions d'alliances stratégiques. On l'a vu sur des accords d'échange énergétique aux monnaies respectives en dehors de certaines monnaies comme le dollar ou autres. Ce qu'on appelle des monnaies de référence. Exactement, des monnaies indexées, enfin des produits indexés à des monnaies de puissance économique. Certains se sont détachés, ont pris évidemment cette décision-là. Évidemment, parmi eux la Chine. Parmi eux la Chine, la Russie et d'autres pays certainement vont suivre. Hein. Ça c'est clair. Et évidemment ces pays-là vont un peu créer ce poids économique qui pourrait équilibrer entre les puissances. Par contre, comment se détacher de cette emprise-là? Il faut trouver des partenaires qui sont eux aussi autonomes sur leurs décisions. Et aujourd'hui, on le voit, le président de la République l'a rappelé lors du forum de Saint-Pétersbourg, que l'Algérie était libre de ses décisions, libre de sa doctrine, de sa vision, et d'avoir un partenaire qui ne subit aucune pression et qui ne répond à aucune pression de puissance internationale peut être une clé
de développement sur le continent. Je crois que seule l'Algérie est en mesure de pouvoir prendre des décisions aussi majeures qu'elles soient pour son avenir, mais aussi pour l'avenir des futurs partenaires étrangers du bloc de l'Est, évidemment, l'ancien bloc de l'Est, mais évidemment tous ceux qui sont de l'Asie et autres, aussi dans la vision de la coopération sud-sud aussi. Oui, exactement. Aujourd'hui, l'Algérie va être évidemment un pays pivot dans cette mutation économique internationale. Évidemment, elle a une position où elle est amie avec beaucoup de pays dans le monde, elle a une vision propre à elle, elle arrive à faire le consensus sur ses prises de décision. Et évidemment, ça encourage évidemment beaucoup de pays à choisir l'Algérie comme étant un partenaire stratégique. Très bien, l'Algérie donc garante tout simplement de la stabilité dans le monde, de la stabilité internationale sur les relations internationales. Des relations internationales, Nazim Sini, justement, qui sont marquées depuis quelques années par les avancées dans le domaine technologique. Le président algérien Abdelmejid Tebboune se rend aujourd'hui à Shenzhen. La Silicon Valley chinoise, l'appelle-t-on, à tort ou à raison, sans aucune américanisation de ma part des termes. Si vous le permettez, là aussi l'intention est claire, il est temps de se tourner vers l'immense apport chinois en matière de technologie, car c'est celui-là le défi de l'avenir, n'est-ce pas, Nazim Sini? Oui, tout à fait. Il faut juste rappeler que Shenzhen, d'abord, c'est une des régions les plus riches de Chine. C'est le poumon économique du pays. D'ailleurs, la région tire à elle seule pratiquement 30% du PIB chinois. Et c'est aussi d'abord un écosystème industriel qui est vraiment intéressant à observer et à analyser. Pourquoi? Parce que Shenzhen, d'abord, a été créé dans le cadre d'une zone économique spéciale dans les années 80, et au fur et à mesure des décennies, on y a apporté petit à petit, au fur et à mesure, si vous voulez, des pans d'industrie complète avec une chaîne de valeur d'amont en aval. C'est-à-dire qu'à Shenzhen, vous pouvez très bien trouver des bureaux d'études, des ateliers pour fabriquer vos produits, mais aussi des logisticiens pour exporter vos produits. Et c'est en ça que la visite du président est intéressante, parce qu'il veut tout simplement observer ce qui se fait de meilleur en Chine, notamment en matière industrielle, technologique et aussi d'innovation. Et vous avez bien fait de le rappeler, aujourd'hui la Chine est en train de... D'ailleurs, je voulais juste rajouter ça, c'est que c'est un des rares pays, une des rares nations au monde qui a articulé son projet de développement autour des sciences, des technologies et même des solutions environnementales. Alors ça peut paraître paradoxal puisqu'effectivement on le sait, c'est un secret de polichinelle que les États-Unis et la Chine sont les pays les plus polluants, mais je peux vous dire que les Chinois commencent à s'intéresser de près aux solutions innovantes en matière de lutte contre le réchauffement climatique et en matière environnementale. Il n'y a qu'à voir les milliards de dollars d'investissement qui sont consentis dans l'hydrogène vert, et surtout, je tiens à rappeler que c'est aussi le leader mondial en matière photovoltaïque. Oui, avec un quasi-monopole sur le marché des panneaux photovoltaïques dans le monde. Exactement. Donc ça veut dire que ce pays-là est en train aussi de repenser entièrement son modèle économique, et on le voit à chaque période, il y a un modèle économique. La Chine est connue pour être un modèle un modèle agraire, donc agricole, qui s'est transformé petit à petit en modèle industriel, et aujourd'hui c'est clairement une nation technologique. D'ailleurs, il s'intéresse à la robotique, à l'intelligence artificielle, aux objets connectés et notamment à la conquête spatiale. Exactement, Nazim Sini. Voilà, ils veulent clairement disputer le leadership des Américains, non pas pour le côté civil, mais aussi pour le côté militaire, puisqu'on sait très bien que dans les décennies à venir, la bataille va se jouer au niveau de l'espace. Et d'ailleurs, les Chinois ont été les premiers à avoir posé un objet sur la face cachée de la Lune. Et ils ont pour projet, dans les 10 ans, d'envoyer le premier spationaute sur la Lune. Ça veut dire que les Chinois nourrissent une ambition qui peut paraître démesurée, mais qui est aussi à la hauteur des moyens qu'ils investissent. Nazim Sini, justement, l'Algérie s'intéresse également à cette, toute proportion gardée à conquête spatiale, mais marquée beaucoup plus, caractérisée par les technologies de l'espace dans lesquelles la Chine est devenue, comme vous le dites, un leader mondial. Rappelons que les satellites Alcomsat, les satellites algériens Alcomsat, ont été envoyés vers le ciel en coopération avec les Chinois. Là aussi, il y a une réelle opportunité d'avancer dans ce domaine également important pour l'économie algérienne et plus particulièrement peut-être pour des secteurs comme celui des transports ou de la logistique.
Tout à fait, vous avez raison. Et puis l'Algérie n'a pas à se dresser des barrières psychologiques. Pourquoi nous ne devrions pas nous intéresser à la conquête spatiale à travers notamment des industries comme celle des satellites? Moi, j'aurais aimé voir d'ici quelques années, pourquoi pas avoir une coopération chinoise, algéro-chinoise notamment, avec une technologie chinoise et des ports de tir, par exemple, en Algérie. C'est quelque chose qui est tout à fait plausible. Et je pense aussi que dans tout ce qui est télécommunication, tout ce qui est réseau, l'Algérie peut avoir vraiment un véritable rôle à jouer et elle doit s'arrimer à cette industrie qui est tout simplement l'industrie du futur. Et les Chinois, pour ça, représentent, à mon sens, le partenaire idéal parce qu'ils sont dans une vraie logique de transfert de technologie, de partage, d'échange de savoir-faire, alors que la plupart des pays occidentaux ont tendance à piller les matières grises des pays africains ou des anciennes colonies pour servir leurs propres intérêts. Les Chinois n'ont pas cette conception de l'échange de savoir. Au contraire, ils n'hésitent pas avec leurs partenaires et leurs alliés à faire des transferts de technologie, à faire des retours d'expérience, ce qui peut nous être complètement bénéfique. Très bien, Nazim Siné. Donc, on retiendra le partenariat ouvert à des domaines multiples et divers pour cette coopération algéro-chinoise. Merci d'avoir été, Nazim Siné, en direct avec nous depuis la cité phocéenne, Marseille, en France. Mohamed Ben Kharouf, merci d'avoir été avec nous sur le plateau de cette édition spéciale. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Rassim Ben Ghanem, merci à vous également. Vous êtes expert, plutôt consultant en investissement, consultant international en investissement et également fondateur de l'AIC, cette importante conférence internationale autour de l'investissement. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette couverture spéciale qui se poursuit en quasi fil rouge sur Al 24 News. Merci de votre fidélité. Excellent après-midi sur notre chaîne.